Alors, bonjour, bienvenue à cette entrevue du cours Marketing et sources de revenus dans les entreprises artistiques. On reçoit aujourd'hui une dame des HEC, Mme Jocelyne Gontier. Bonjour. Bonjour. Mme Gontier, vous êtes directrice des dons majeurs et planifiés à la Fondation HEC Montréal. Alors, vous êtes évidemment dans l'école, la grande école où nous sommes, mais vous êtes spécialisée, et ce sera le thème de l'entrevue aujourd'hui, vous êtes spécialisée donc dans la recherche de dons majeurs, ce qui en soi est une spécialité en philanthropie. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter un peu les concepts de campagne de financement? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de campagne de financement majeur ou s'il y a différents types et quels sont-ils? OK. Bien, il y a deux principaux types, je dirais, de campagnes de financement. Il y a les campagnes annuelles. On n'a qu'à penser à la campagne Centraide qui revient année après année. Oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle les campagnes majeures qui, elles, vont durer un certain nombre d'années et qui vont viser à financer des projets d'envergure. On pense à des constructions, à du réaménagement ou encore à un ensemble de projets qui peuvent être déterminants pour le développement d'une organisation et qui va souvent demander des fonds de dotation. Donc, des fonds importants qui peuvent aller jusqu'à quelques millions? Qui peuvent aller même à des milliards. On n'a qu'à penser que présentement, en Ontario, l'Université de Toronto a annoncé une campagne de 2 milliards. C'est nouveau pour le Canada, mais aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Donc, les campagnes majeures peuvent varier de 5-10 millions à des milliards. Est-ce que, vous mentionnez l'Ontario, il est vrai que depuis quelques années, on voit les objectifs augmenter d'année en année. Est-ce que vous êtes témoin de ça? C'est vrai partout. C'est vrai aussi au Québec. Je pense qu'on voit de plus en plus de campagnes importantes parce que les besoins sont de plus en plus importants et de plus en plus les organismes, que ce soit des organismes culturels ou de santé, ont besoin d'un apport de revenus qui vient du secteur privé. Et est-ce que la mentalité des gens change? Parce que on sait aussi que le Québec n'est pas réputé pour être, pour regrouper un grand nombre de donateurs individuels, mais je pense que c'est une culture qu'on sait qui est très anglophone, très américaine également. Mais est-ce que vous trouvez que ça change ces dernières années au Québec? Est-ce que oui. Ça s'améliore? Oui, effectivement, les choses changent. Et je pense qu'un des facteurs qui a fait changer les choses, c'est les dons planifiés. OK. Les dons planifiés, moi, je qualifie ça comme une boîte à outils qui permet de faire un don optimal. Et beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir nécessairement les moyens de faire un don majeur peuvent, en utilisant les dons planifiés, le faire. Pouvez-vous expliquer ce que c'est un don planifié dans les faits? C'est un don qui se passe sur quelques années, j'imagine? Un don planifié, il y en a des immédiats. C'est des dons, on les appelle planifiés parce que ça demande une planification financière et souvent successorale, mais toujours une planification financière. Qui est donc à même les revenus de l'individu, une certaine somme, non? À même, justement, ce qui fait la différence entre un don planifié et peut-être un autre type de don, c'est que le don planifié va utiliser non pas les revenus, mais le patrimoine de l'individu. D'accord. Donc, on sait que notre patrimoine est beaucoup plus important que nos revenus annuels. Donc, c'est pourquoi je vous dis, en utilisant des fois le patrimoine, on peut faire un don qui est beaucoup plus important. Il y a des dons planifiés qui sont des dons immédiats. On n'a qu'à penser aux dons en action. Donc, il y a des avantages fiscaux qui sont rattachés aux dons en action et qui vont permettre à la personne de faire un don peut-être plus important ou pour le même coût que de faire un chèque. Il y a aussi, et quand on parle souvent de dons planifiés, on pense surtout, disons, à ce type de dons, ce sont les dons différés. Donc, les dons différés, c'est l'assurance vie, c'est les legs. Et quand je disais qu'un don majeur pouvait être à la portée de beaucoup plus de gens qu'on pourrait le croire, bien justement, entre autres, le legs, laisser un pourcentage de notre patrimoine, ou encore, quand on pense à l'assurance vie, prendre une assurance vie qui va nous coûter peut-être 500 $ de prime, donc l'équivalent d'un don de 500 $, mais qui va permettre, dépendant de notre âge, de pouvoir faire un don pouvant aller jusqu'à des montants dans les 6 chiffres. Donc, c'est là que vient, je pense, l'importance de bien utiliser, de bien faire connaître les dons planifiés. Oui. Et c'est votre spécialité. Donc, est-ce qu'il est vrai de dire que vous avez quand même une certaine éducation à faire aux gens? Parce que je ne suis pas certaine que la majorité des individus, même s'ils ont un patrimoine
comme on a à partir de 30, 40, 50 ans. Est-ce que vous avez donc cette tâche-là d'éducation? Est-ce que vous le faites régulièrement? Oui, je pense que d'ailleurs, je ne suis pas la seule parce qu'il y a quand même une association, on est regroupés, il y a une association professionnelle de gens en dons planifiés, et qui est une association pas canadienne, mais qui a quand même, je dirais, 2 chapitres, excusez-moi l'anglicisme, mais il y en a un à Québec et un à Montréal, où justement, on se donne comme but de renseigner. Il y a aussi un organisme qu'on entend de plus en plus parler dans les médias, à la radio, dans certaines revues, qui s'appelle Un héritage à partager, et qui regroupe des organismes à but non lucratif, des fondations, dont la Fondation HEC Montréal, et qui visent à se regrouper justement pour faire de la publicité, pour faire la promotion au Québec des dons planifiés. Alors, donc, somme toute, l'éducation populaire faite par ces 2 organismes-là dont vous nous parlez va faire en sorte que probablement que ça favorise, dans le fond, premièrement, une meilleure connaissance des individus et même des gens dans les entreprises, et que ça facilite un peu votre travail, qui n'est pas si simple malgré tout, et parlons-en. Oui, mais je voudrais juste peut-être préciser, en plus de ce travail-là qui se fait de façon générale, parce que quand on parle de dons planifiés, on parle vraiment d'un rapport entre nous et un donateur qui est toujours un individu, parce que les dons planifiés s'adressent vraiment à la clientèle des donateurs individuels. Bien, il y a vraiment ce rapport-là, parce que chaque situation est un peu particulière. Donc, ça nous demande aussi de travailler avec le donateur, mais souvent avec le comptable du donateur. C'est ça, ou avec le planificateur financier du donateur. Donc, vous agissez à titre conseil, mais en collaboration avec le conseiller de la personne. Exactement, avec les personnes de confiance. Exact. Excellent. Vous mentionnez tout à l'heure que les objectifs financiers de campagne majeure pouvaient se situer dans les 6, 7 chiffres, des chiffres qui peuvent faire peur quand on n'est pas très habitué à faire de la recherche de dons ou de la philanthropie en général. Comment ça se planifie? Donc, il y a différentes phases, je crois, dans des campagnes de financement. Il y a un budget. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'organisation un peu plus technique là, de la planification pour la recherche de dons? Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant « Tiens, je vais chercher 1 milliard et je vais le trouver. » Mais il y a certainement des étapes à franchir. Ça serait beaucoup trop facile. Ça serait trop facile. Vous ne seriez pas notre spécialiste aujourd'hui. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, il y a toujours, quand on parle de campagne majeure, on entend souvent parler de 2 phases, la phase silencieuse et la phase publique. Donc, et puis moi, je vous dirais même qu'il y a une préphase à tout ça qui s'inscrit dans la phase silencieuse. Okay. C'est que lorsqu'on décide de faire une campagne majeure, bien, il faut en tout premier lieu définir quel est l'objectif. Pourquoi on fait cette campagne-là? Quel va être donc nos projets? Quel va être l'argumentaire pour vendre ces projets-là? Quel est l'objectif que l'on se fixe? Et souvent, on va faire valider cette démarche-là par une étude de faisabilité. Ah oui. Une étude de faisabilité qu'on va réaliser auprès justement de nos donateurs potentiels, de nos amis de l'organisation. Certaines peuvent la réaliser à l'interne, mais il y a des firmes qui sont spécialisées pour faire cette étude de marché. Parce que l'étude de faisabilité, c'est une étude de marché. Parce que comme ça se fait quand on lance un projet d'affaires. Exactement. Okay. Donc, il faut le tester, là. Et souvent, suite à cette étude-là, on va pouvoir dire « Ah, notre objectif était trop ambitieux » ou tel projet, on va devoir le revoir pour le rendre davantage accessible aux gens à qui on désire aller chercher de l'argent. Puis, en fait, ce que vous dites là, c'est que vous êtes en train de, dans la préphase ou dans la préparation de votre phase silencieuse, vous êtes en train de développer l'argumentaire. Sur quoi se base l'argumentaire? Quelles sont les motivations principales qui vont faire en sorte que les gens vont donner? Les gens de plus en plus... C'est beau de faire un building, une école, mais bon, il faut quand même aller chercher une petite fibre puis la faire, la faire vibrer. Et que ce soit, je pense, pour tout don, les gens ne veulent pas savoir quels sont nos besoins. Les gens veulent savoir quel va être l'impact de ce que nous allons réaliser avec l'argent qu'on va recevoir. Ils veulent participer à quelque chose de plus grand. Ils veulent participer, ils veulent avoir une vision. Et je pense que c'est très important, ça. C'est de plus en plus difficile de vendre un projet pour un projet. Les gens veulent savoir qu'est-ce que ça va faire de façon concrète pour la société, ou même dans certains cas pour eux, pour les entreprises, le projet que l'on veut faire. Et donc, ça doit faire écho à leurs valeurs? Ça doit faire écho à leurs valeurs, ça doit faire écho, je dirais, quelque part, à leurs préoccupations aussi. OK. Et à quel moment ils font le geste de donner? Qu'est-ce qui va déclencher ce geste-là?
Il va y avoir, je pense, différents préparatifs aussi. Parce que là, on a parlé de cette première phase qui était de définir un peu nos besoins, de les valider. En parallèle, il va falloir qu'on établisse aussi quels sont ces donateurs potentiels qui pourraient être intéressés par les projets, par notre projet pour lequel on lance une campagne majeure. Tu trouves comment ces gens-là? On les trouve premièrement, je dirais, autour des fois de soi, donc des gens qu'on a déjà sollicités dans le passé et qu'on a fidélisés aussi. Okay. Parce que si on veut obtenir des dons importants, c'est rarement la première fois que vous rencontrez une personne et puis qu'il va vous dire oui. Et vous devez le fidéliser. On dit que dans un processus de don majeur, ça peut prendre jusqu'à 18 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose que du jour au lendemain, je vais me présenter, je vais cogner à une porte, je vais dire, bon, monsieur, j'ai besoin d'1 million, voilà mon projet. Non, il y a vraiment tout, exactement, signé-là, et puis c'est fait. Il y a toute une démarche qui doit être faite, une démarche de sensibilisation. Et pour nous aider, bien souvent même à identifier nos donateurs, donc des gens qui vont croire à notre cause, qui sont près du domaine dans lequel on intervient. On va même utiliser, dans certains cas, des bénévoles qui vont nous guider. Alors, ces bénévoles-là peuvent être les membres du conseil d'administration. Ils devraient être les membres du conseil d'administration de votre organisme parce qu'eux croient en votre organisation. Oui, bien souvent, ils ont eu à approuver aussi les projets parce que vous ne partez pas, il n'y a pas quelqu'un qui se lève un matin et dit « Bon, voilà, j'ai besoin d'un nouvel édifice. » Souvent, ça fait l'objet d'une réflexion et reçoit une approbation du conseil d'administration. Donc, il y a toute cette démarche-là qui se fait. Et parallèlement aussi, au moment où on identifie quels seront nos donateurs, il faut aussi établir qui nous aidera en établissant un cabinet de campagne. Okay. Ce cabinet de campagne-là sera composé de présidents ou de coprésidents, parce que compte tenu que les objectifs sont de plus en plus importants, on voit de plus en plus de coprésidents aussi. On sépare la responsabilité, dans le fond, entre... on enlève un peu de pression sur le président. On enlève un peu de pression, puis compte tenu que plus mon objectif est grand, des fois, plus mon bassin de donateurs devra être grand, on ne peut pas demander à une personne non plus de tout faire, parce que souvent, ce sont des bénévoles, ce sont toujours des bénévoles qui ont d'autres fonctions, donc ils vont accepter de nous aider, les coprésidents, à monter leur cabinet de campagne, à solliciter une dizaine de personnes. On ne peut quand même pas leur demander d'aller solliciter 50, 60 personnes non plus, parce qu'il n'y a personne qui acceptera à ce moment-là, bien souvent, en tout cas, d'après la connaissance. Surtout que ça se fait de façon bénévole, puis dans le temps qui reste. Exact. On parle d'un cabinet de campagne. Vous disiez tout à l'heure que, évidemment, vos membres du conseil d'administration sont très impliqués et s'engagent, évidemment, à recruter des gens, à vous aider à trouver les donateurs. Mais vous avez, pour ces campagnes-là, l'objectif de créer un cabinet de campagne qui, généralement, est extérieur à la gouvernance de l'organisation. Donc, ces gens-là, vous les recrutez comment, d'ailleurs? Est-ce que c'est des gens qui ont un réseau? Est-ce que c'est des gens, j'imagine, qui ont déjà un certain pouvoir auprès de gens qui sont influents dans la société? Oui, et c'est des gens qu'il va falloir qu'ils acceptent aussi, non pas juste de donner de leur temps, mais de donner de l'argent à la hauteur de leurs moyens. Okay. Parce qu'ils auront, ces gens-là, que ce soit les coprésidents ou les membres des cabinets de campagne, à solliciter. Et on se rend compte, donner l'exemple. Il faut qu'ils donnent l'exemple oui, parce que souvent, la personne qu'ils vont rencontrer pour obtenir un don, bien, cette personne-là risque de leur demander « Et toi, tu y crois à cette cause? Qu'est-ce que tu as fait? » Oui, j'ai donné tant d'argent. Exactement. Donc, souvent, et ça, c'est peut-être nouveau, je vous dirais, au Québec, parce qu'autrefois, on demandait à la personne de nous donner du temps, mais pas d'argent. Pas nécessairement l'argent. Okay. Tandis que quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis ou même dans d'autres provinces depuis des années, c'est que quelqu'un qui acceptait une coprésidence, quelqu'un qui acceptait d'être membre d'un comité, mais il y avait quand même un engagement de faire un don à la hauteur de ses moyens, bien entendu. Est-ce qu'il va de soi, quand même? J'imagine que si on croit suffisamment à la cause pour solliciter des dons d'autres personnes, on devrait normalement être le premier donateur. Voilà. Donc, ça va de soi, c'est tout à fait logique. Est-ce que, vous parlez tout à l'heure de 2 phases, donc est-ce que le comité de campagne travaille dès le départ sur les 2 phases? Oui. Oui, et même le cabinet de campagne est composé, dans la première phase, commence à s'activer. Parce qu'est-ce qui fait la différence? À quel moment passe-t-on d'une phase, disons, silencieuse à une phase publique?
c'est le montant du don amassé. Exemple, j'ai comme objectif 50 millions. Eh bien, j'irai en phase publique quand j'aurai amassé environ 50 de mon objectif. Est-ce que c'est une moyenne qu'on voit dans la majorité des campagnes? Oui. Oui. Avoir atteint au moins le cap du 50 ou environ, ou entre 40 et 50 au moins, et même dans certains cas, beaucoup plus. Mais c'est très rare que quelqu'un va lancer une campagne publiquement. Je ne parle pas là, des campagnes annuelles, mais je parle d'une campagne majeure en se disant, voilà, on a une campagne majeure de 50 millions et on a 10 millions d'amassés. On a juste à penser aux grandes campagnes, que ce soit les grandes campagnes des universités ou encore les campagnes du milieu hospitalier. Souvent, la Fondation va dire, on part en campagne, notre objectif est de 100 millions et voilà, on a déjà 45 millions d'amassés et ça permet aussi de mettre en évidence les premiers donateurs, parce qu'il va y avoir une séquence aussi. C'est évident que je ne commencerai pas à aller chercher des petits dons, parce que mon objectif, c'est d'aller publiquement. Donc, on établit aussi, dans les campagnes majeures, ce qu'on appelle une pyramide des dons. Donc, on est supposé avoir un don, leader, qui va représenter 10 de l'objectif de ma campagne. Ça, c'est le premier don à aller chercher. C'est le premier don à aller chercher. Le plus difficile? Ça dépend. Ça dépend parce que c'est pas toujours le plus difficile. Des fois, le plus difficile, c'est plus on descend dans la pyramide. Donc, mais un don, aller chercher un don, c'est jamais, ça nous tombe jamais du ciel. Il y a toujours un travail qui doit se faire. Donc, ce qu'on constate, cependant, c'est que lorsque l'objectif est très élevé, prenons un objectif de, je ne sais pas moi, de 400 millions, eh bien, quelqu'un qui va pouvoir nous faire un don de 40 millions, il y en a peu. Là, à ce moment-là, souvent, dans ce qu'on appelle le don leader, on va en avoir 2, 3 dons. Qui va, vous pourriez s'aider ce montant-là. Oui. Maintenant, si votre campagne est de 10 millions, vous allez essayer d'obtenir votre don d'1 million. Donc, ça varie toujours un peu. Mais idéalement, quand on parle de théorie, on doit avoir ce don leader. Ensuite, on a la tranche de ce qu'on appelle les dons exceptionnels. OK. Eh bien, les dons leaders, les dons exceptionnels, ensemble, devraient faire au moins 40 de notre campagne. Et c'est ces dons-là qu'on va chercher dans la phase silencieuse. Exact. Donc, on va chercher les plus gros dons. Certains vont venir des membres de notre cabinet de campagne, même de la présidence de la campagne. On le souhaite. Et ensuite, et dans certains cas, on va même aller chercher ce qu'on appelle la troisième tranche, qui sont les dons majeurs. Bon, les dons majeurs, c'est un peu comme un don exceptionnel, mais peut-être à un niveau un peu moindre. Mais quand on prend toutes ces catégories-là, on se rend compte que ça devrait représenter au-delà de 50 de notre objectif. À ça, on additionne les dons spéciaux. Et quand tout ça est mis ensemble, c'est qu'on a à peu près 80 de l'objectif. Il y a toujours à peu près un 20 qui va venir plus d'un large public. Des dons, ou ça va venir d'événements, d'activités. D'événements de levée de fonds qui vont s'additionner en fin de campagne. Qui vont s'additionner dans ce qu'on appelle. Mais dans la pyramide des dons, c'est comme pratiquement dans la vie, c'est toujours la règle du 80-20. Donc, on va avoir dans le haut de la pyramide, donc, dons majeurs, dons exceptionnels et notre don leader, notre don ou nos dons leaders, on va avoir peut-être 20 de nos donateurs qui va nous permettre d'aller chercher 80 de nos dons. On revient toujours à cette loi de Pareto. Exactement. Donc, vous parlez de différents montants d'objectifs. J'imagine que selon le montant qu'on recherche, on a un échéancier différent, mais ça peut varier. Vous parlez de 18 mois avant de trouver un premier grand don, quel que soit le montant. Mais enfin, des grands dons, ça peut prendre du temps, c'est ce qu'on retient. Mais quel est l'échéancier, je dirais, habituel ou souhaitable, peut-être? Bon, parce que je ne crois pas qu'il y ait de recette. Non, il n'y a pas de recette. Mais normalement, avant de lancer une campagne, parmi les critères qu'on devra regarder, c'est est-ce que j'ai fait du travail avant cette campagne-là? Donc, souvent, vous avez commencé même à approcher, à sensibiliser des donateurs avant même que votre campagne commence. La campagne publique ou la campagne... La campagne même... Même la phase silencieuse. Même la phase silencieuse. D'accord. L'organisme existe depuis un certain temps. L'organisme, sans doute, a déjà recueilli des fonds. L'organisme a déjà peut-être même eu des dons majeurs. Et il faut vraiment fidéliser ces donateurs-là. Donc, quand on entre en grande campagne, on arrive avec un bassin de donateurs aussi fidélisés. On ne peut pas s'engager donc dans une grande campagne si on n'a pas au préalable déjà
fait quelques activités de levée de fonds et développé, comme vous le dites, une certaine communauté de donateurs. Ce serait ardu, en tout cas. Ce serait très dur. Ce serait très dur audacieux, et ce serait même. très long. Et ce serait très long à ce moment-là. Ouais. Mais même encore là, la phase préparatoire, si on veut bien la faire, peut durer presque un an, de bien définir son projet, d'aller en étude de faisabilité, de revenir. Quand on n'a pas aussi une équipe à temps plein à consacrer à ce genre de démarche-là et qu'on n'a pas nécessairement non plus les budgets pour engager une firme qui va tout faire, eh bien, ça peut prendre quand même un certain temps. Donc, c'est au moins un an de préparation, puis après, ça peut aller de 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans, même, vous disiez tout à l'heure. Et ça dépend toujours à quelle vitesse je vais obtenir ce 40-50 % pour passer dans l'autre phase. Exactement. Et ça dépend de différents facteurs. La situation économique peut jouer un rôle aussi. Vous pouvez donc dire, par exemple, on va faire une campagne sur 5 ans, mais replacer cet objectif-là dans le temps. Si, par exemple, il y a des années difficiles sur le plan économique, c'est pas quelque chose d'immuable. Mais il est important de vous fixer un échéancier. Exactement. Ça force un peu la démarche, j'imagine. C'est ça. Donc, il faut partir avec un échéancier en se disant, voilà, de telle période, de tel mois à tel mois, je vais vraiment définir mes besoins, je vais tester mes besoins, je vais former mon cabinet de campagne et ensuite, je vais commencer à solliciter de façon silencieuse mes principaux dons pour pouvoir arriver à mon objectif de lancer publiquement. Et une fois que j'ai lancé publiquement, je continue quand même à recruter ou à aller solliciter des dons majeurs pour atteindre le plus rapidement possible 80-90 % de mon objectif. OK. Donc, mais l'échéancier est planifié, puis ça force quand même, justement, ça vous oblige ça motive les troupes, en fait, d'une certaine façon. Aussi. Oui, parce qu'il faut garder aussi, quand on sollicite des bénévoles, il faut leur donner un ordre de grandeur. La personne qui s'engage avec nous, est-ce qu'elle s'engage sur 3 ans, 4 ans? 5 ans. Pour elle, c'est ça. Pour elle, c'est important. On peut aussi faire une campagne, à dire la sollicitation va être sur une période de 3 ans, mais les engagements qui seront pris par mes donateurs pourront, eux, s'échelonner sur une période de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout dépendant des montants. Tout à fait. Même on voit des grands dons, des dons de plusieurs millions. Le donateur va demander de l'échelonner sur une période de 10 ans. 2 fois 10 ans, oui. Parlons un peu des ressources. Vous êtes, j'espère, vous n'êtes pas la seule personne. Vous parlez de gens bénévoles autour de vous, cabinet de campagne, membres du CA et tout ça, mais dans votre équipe, avez-vous des gens qui, à vos côtés, sollicitent également les dons, recrutent les gens, organisent les rencontres de ces comités et de ces gens qui vous entourent? C'est ça. Nous sommes présentement à HEC Montréal avec Poly et U2M en train d'organiser une campagne majeure, une campagne qui sera tripartite. Donc, on a créé un noyau avec des gens de l'U2M, des gens de HEC, des gens de Poly, auxquels on a ajouté aussi un directeur général exécutif. D'ailleurs, ça a été annoncé publiquement depuis le 9 janvier 2012. M. John Parisella, âgé comme directeur exécutif de la campagne. Et on a aussi d'autres personnes contractuelles, que ce soit en communication ou en coordination, qui s'ajoutent à cette campagne-là. Ça fait un grand nombre de gens, finalement. Au niveau budgétaire, ça peut représenter combien des sommes amassées? Quel pourcentage des sommes amassées, la gestion, en fait, le coût de la gestion et des ressources humaines qu'on doit affecter à une campagne majeure? Là encore, il y a des normes, je dirais, reconnues de façon générale. Exactement. On parle d'environ 5 à 15 %. Ça dépend toujours de l'envergure de la campagne et le type de fondation. C'est-à-dire, si vous avez déjà une équipe bien structurée ou si vous étiez 1 ou 2 personnes, c'est des choses qui peuvent quand même varier. Le 5 à 15 % comprend les ressources permanentes dans le cas d'une fondation qui ça comprend, c'est ça, dans une école comme ici. Parce qu'il y a quand même tout la production de matériel, de communication, de brochures, donc d'activités aussi de sollicitation. J'imagine aussi bâtir des bases de données, la gestion des bases de données, etc., etc. Exact. Donc, on parle d'environ de 5 à 15 %. C'est une pratique Puis vous parlez tout à l'heure, pardon, excusez-moi, vous parlez tout à l'heure aussi de certains événements de levée de fonds qui s'ajoutent en fin de campagne. J'imagine que ça aussi, ça demande de la main-d'œuvre et tout ça. Mais quel type d'événement de levée de fonds on peut faire justement quand on arrive
en bout de course d'une grande campagne? Je dirais que même tout au long de la campagne, du moment où on décide qu'on lance une campagne, vous pouvez, même en phase... Même en phase silencieuse? Même en phase silencieuse, rien ne vous empêche d'organiser certaines activités auprès... Un petit déjeuner, des rencontres? Auprès, sans nécessairement parler de la campagne. On parle de nos projets, il y a des choses qui peuvent être faites tout au long. Il y a même, dans certains cas, où les organismes vont maintenir des campagnes publiques, je dirais grand public, des campagnes annuelles, c'est-à-dire grand public, qui vont faire partie des résultats de la campagne majeure. D'accord. Donc, qui va faire partie de... Qui vont s'ajouter, dans le fond, à la campagne. Les efforts annuels vont s'ajouter au cumul des dons de la campagne majeure. Exact. OK. Puis ces activités-là, à quoi elles servent principalement? J'imagine à motiver les troupes, motiver les donateurs. Est-ce que c'est là que vous réussissez à faire allumer l'étincelle qu'il faut allumer? Je dirais qu'une bonne activité, justement, de sollicitation, là, de levée de fonds, doit permettre, oui, de recueillir des fonds, mais aussi de permettre de se rapprocher aussi de nos donateurs. Donc, un double objectif, un objectif de relations publiques. Exactement. Okay. Et cet objectif-là est quand même aussi important. Et ça, c'est vrai, pas juste pour les campagnes majeures. D'après moi, c'est vrai pour toute activité de sollicitation, d'événements bénéfices que l'on organise. Parce que souvent, le donateur majeur qu'on va identifier, c'est quelqu'un qui est venu une première fois à une activité, qui a manifesté son intérêt donc pour notre cause. Il était là, on a pu lui parler, on a pu échanger avec lui, on a pu établir un premier contact avec lui, mieux le sensibiliser, mieux le fidéliser. Et c'est lui qui, peut-être, 18 mois plus tard, sera prêt à faire un don majeur. Si j'ai bien écouté, peut-être même que cet objectif de relations publiques est plus important. Vous disiez tout à l'heure, au début de l'entretien, que dans le fond, les donateurs ne se préoccupent pas du tout, pas beaucoup de nos besoins, mais sont motivés par la cause, par quelque chose qui rejoint leurs valeurs. Est-ce que même ils sont motivés par un certain besoin de reconnaissance dans la société? Est-ce que vous diriez que ça fait partie du profil d'un donateur? Il y a différents types de donateurs. Hein? Il n'y a pas un seul type de donateur, comme il n'y a pas un seul type de consommateur. Ça fait partie aussi des choses. Donc, il y en a pour qui la reconnaissance va être un élément très important. Donc, il va falloir, dans votre campagne majeure, établir aussi un plan de reconnaissance. Et ça se fait presque simultanément au moment où on établit notre cabinet de campagne, où on identifie nos donateurs, où on identifie notre objectif. On identifie aussi de quelle manière nous allons reconnaître ces donateurs-là. Ouais. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, eux, vont vouloir conserver l'anonymat. Parce que pour eux... c'est important de le conserver, j'imagine. Exactement. Eux, c'est d'autres motivations. Eux, c'est de savoir qu'ils vont avoir changé le quotidien de personnes ou qu'ils vont avoir permis de réaliser un projet qui leur tenait à cœur. Donc, les plans de reconnaissance, il en faut un. Il en faut un parce que je pense que tout le monde, à quelque part, la plupart, aime être reconnu. Certains faire dire merci aussi. Exactement. Certains plus que d'autres. Moi, ce que je vous dirais, c'est que souvent, en prenant la peine de dire merci à un donateur, on s'assure que ce donateur-là va donner de nouveau. Et il est toujours plus facile d'obtenir peut-être un deuxième don et puis faire augmenter un don que de partir et de recommencer à sensibiliser en partant de A. Là, on revient aux bases du marketing. Recruter un nouveau client est toujours plus difficile et plus coûteux, en fait, que de solliciter une deuxième fois et d'augmenter la... on rejoint des notions qu'on connaît ici. Ça m'amène à... Oui, allez-y. Je voulais juste dire, la reconnaissance doit aussi s'accompagner d'une certaine forme de ce que l'on qualifie d'intendance. C'est que c'est pas tout de dire merci, mais c'est de pouvoir prouver au donateur que l'argent qu'il m'a donné a été utilisé correctement. Vous répondez à ma dernière question, en fait, qui était de vous amener à nous dire ça ne se termine pas le jour où on a atteint l'objectif. En fait, une campagne, c'est probablement dans votre cas, dans le cas d'une fondation, c'est un travail continu. Mais quels sont les types d'activités post-activité ou post-campagne que vous faites pour justement assurer cette intendance dont vous nous parlez? Et moi, je vous dirais que, justement, quand une campagne se termine, il faut dire que c'est le début de la
prochaine grande campagne. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Parce que si je sollicite des gens qui vont me donner de façon... ils vont prendre un engagement pour les 5 prochaines années, vont me donner de façon régulière pendant 5 ans, et puis après ça, que j'oublie pendant 2 ans, 3 ans. Et que vous les rappelez tout d'un coup. Et que je les rappelle. J'ai besoin d'argent, je vous rappelle. Il risque de dire, ah ben je vous ai oublié ou j'ai passé à autre chose. Donc, c'est très important d'avoir, surtout quand on parle de grands donateurs, des gens qui vont donner des sommes importantes, d'avoir cette relation soutenue avec eux. Donc, ça peut prendre la forme de rencontres, de visites, d'invitation à l'ouverture de l'événement, de l'immeuble. Exactement, puis même pas juste à l'ouverture. Après ça, les inviter de façon régulière pour qu'ils puissent rencontrer des gens qui bénéficient de cette nouvel immeuble-là. Donc, les mettre en contact aussi. Les mettre en contact, c'est très important. Est-ce qu'il est vrai, en conclusion, de dire que finalement, les grandes campagnes ou la sollicitation de dons, c'est une activité de haute voltige en relations publiques? Je pense que la philanthropie, c'est une affaire de relation, justement, entre individus qui vont croire à une même cause. Donc, bien souvent, la personne qui va demander, ça va être une personne qui croit à cette cause-là et qui va s'adresser à quelqu'un qui y croit aussi. Donc, quand on parle de philanthropie, je pense qu'à quelque part, on doit garder en tête la passion de la cause qui va faire que nos bénévoles vont accepter de solliciter, que les gens vont accepter de travailler aussi pour cette cause-là et que les gens vont accepter aussi de donner. Madame Gontier, je vous remercie infiniment. Bonne chance pour la campagne des HEC. Merci.